Alors, revenons donc maintenant aux affaires politiques intérieures, donc le sort des protestants en France. Autant Henri II n'a pas de scrupule à s'allier à des protestants, même s'il combat le roi d'Angleterre, mais en France, c'est hors de question qu'il y ait des protestants. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, tous ceux qui sont accusés d'hérésie, c'est-à-dire des mauvais chrétiens, donc des protestants, toutes ces personnes passent en jugement, en procès, et en fonction, soit on les libère, mais avec la prison, ou alors carrément on les condamne à mort, puisque être hérétique c'est condamnable à mort. Alors on ne les brûle plus comme au début, mais au Moyen-Âge, mais il n'empêche qu'ils peuvent être condamnés à mort, ils peuvent être tués. Alors, autre chose, c'est que les protestants, eux, leur religion est basée sur la lecture. On lit la Bible en français, ce qui était interdit chez les catholiques. Chez les catholiques, c'était en latin. Et les protestants lisent leurs livres religieux dans la langue de leur pays. Les protestants allemands lisent la Bible en allemand, les protestants anglais la lisent en anglais. En France, les protestants français lisent la Bible en français. Et évidemment d'autres livres, puisque ce sont des intellectuels, ces protestants. Ils écrivent beaucoup, ils commentent les livres religieux, les textes religieux. Donc il y a beaucoup de livres qui circulent, et pour les lire, il faut aller à l'école. Et donc les petits protestants, les enfants protestants, eux, c'est normal de savoir lire, ce qui n'est pas le cas chez les catholiques. Chez les catholiques, la seule éducation, la seule instruction, c'est par les prêtres, les curés catholiques, et la plupart du temps, ce ne sont que des histoires racontées à l'oral, des histoires religieuses, on appelle ça le catéchisme, racontées, expliquées par le prêtre. Alors que chez les protestants, on lit et on se pose des questions. C'est parce qu'on s'était posé des questions au départ, Luther s'était posé des questions, qu'on s'est aperçu qu'il y avait des incohérences. Donc on développe l'esprit critique, on apprend à lire et à analyser et à comprendre les erreurs possibles. Pas chez les catholiques. Donc tout ça, ça remet en cause l'imprimerie, puisque ces livres, ils sont diffusés par l'imprimerie. Et donc, bientôt, on va établir une censure, c'est-à-dire qu'on va donner un accord du roi, un accord royal. Alors, pas le roi directement, il ne va pas lire tous les livres lui-même, il y a un service fait exprès pour savoir si les livres ont droit à être imprimés ou pas. Donc évidemment, tous les livres protestants sont interdits. En plus de tout cela, les protestants, eux, n'ont pas accès à beaucoup de métiers. Ils n'ont pas le droit, par exemple, d'être au service du roi. Alors, il est interdit qu'un protestant s'approche du roi. Donc, tous les gardes, tous les serviteurs du roi doivent être catholiques. Et il y a plein d'autres métiers comme juge, avocat, médecin, tous les métiers qui demandent un peu d'instruction, contrairement aux paysans qui, eux, représentent la majorité de la population. Il y a beaucoup de métiers qui demandent à savoir lire, etc. Et il ne faudra que des catholiques. Donc il y a plein de métiers interdits à ces protestants qui pourtant ont les moyens intellectuels, contrairement à la majorité des catholiques qui, eux, ne refusent l'instruction à la population. Et pour ne pas arranger les choses, il y a également l'inscription à l'état civil. François Ier avait rédigé un édit, l'édit de Villers-Cotterêts, qui notamment demande à ce que tous les textes officiels soient en français et plus en latin. Il y avait quand même une petite évolution sur tout ça quand même, déjà à l'époque de François Ier. Mais il y avait aussi l'inscription à l'état civil, c'est-à-dire qu'à chaque naissance, donc à chaque baptême, qui était obligatoire dès le lendemain de la naissance, le prêtre
inscrivait la naissance de l'enfant. Donc cet enfant devenait officiellement français et avait des droits, les droits de ce qu'avaient les Français à cette époque. Et après, la même chose pour les mariages, comme ça on savait qui était marié avec qui, et les décès, les morts, puisque c'était le prêtre qui assurait l'enterrement. Mais c'était interdit aux protestants. Les baptêmes protestants n'étaient pas reconnus. Donc tous ces Français protestants étaient officiellement, n'existaient pas officiellement. Et donc ils n'avaient pas accès à des nombreux droits, comme le droit de vote. Alors c'était pas le droit de vote d'aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas du tout les élections, la démocratie comme aujourd'hui, mais il y avait quand même quelques votes entre métiers, par exemple. Il y avait des métiers qui demandaient, pour choisir leurs représentants, il fallait voter. Mais les protestants n'y avaient pas droit. Il y avait aussi ce qu'on appelle les états généraux. De temps à autre, c'était vraiment très éloigné dans les années, hein, c'est-à-dire que ça pouvait être tous les 10 ans, 20 ans, mais le roi pouvait réunir les états généraux. Les états généraux, c'était pour discuter lors d'affaires graves en France, comme quand il y a eu la guerre de 100 ans, quand il y a une grave crise dans le pays. Le roi réunit le clergé, évidemment forcément catholique, la noblesse et le tiers-état, c'est-à-dire les roturiers, ceux qui n'étaient ni nobles ni dans le clergé. Et alors, évidemment, on ne demandait pas l'avis des paysans, même si c'était la majorité de la population, mais à tous les métiers instruits. Encore une fois, les médecins, les avocats, les marchands, commerçants importants, etc. Mais évidemment, les protestants n'y avaient pas accès. Donc, ils n'avaient pas la parole. Donc tout ça, ça crée des fortes tensions dans la population. Et les catholiques, vraiment, et le peuple, même les paysans, les petits artisans, les petits ouvriers, détestaient les protestants. Et pour ne pas arranger les choses, comme dans les autres pays, les princes français, pour montrer leur opposition au roi de France, ils se convertissaient au protestantisme. Alors eux, c'était pas forcément pour leur conviction. C'était plutôt un acte politique pour s'opposer au roi. Et parmi ces grands princes, il y avait les princes du sang. Les princes du sang, ce sont les princes descendants de Saint-Louis, d'accord ? Par les hommes, évidemment. Et le premier prince du sang s'appelait Antoine de Bourbon. Alors Antoine de Bourbon, il avait accès au conseil du roi, parce qu'il était le premier prince du sang, donc il avait son mot à dire au conseil du roi, mais quand il était fâché contre Henri II, quand il n'était pas d'accord, il s'opposait en devenant protestant. Il avait un frère, le prince de Condé, qui lui, pareil, suivait son frère, mais lui était plus sincèrement protestant. Et cet Antoine de Bourbon, donc le premier prince du sang, avait épousé une princesse qui s'appelait Jeanne d'Albret. Alors Jeanne d'Albret, c'était la fille du roi de Navarre. Vous vous rappelez, la Navarre, c'était un tout petit pays de part et d'autre des Pyrénées. Et à cette époque, la partie qui était au sud des Pyrénées, donc la partie espagnole, était envahie par le roi d'Espagne. Donc, il ne restait qu'une toute petite partie au nord des Pyrénées qui correspond à un petit morceau aujourd'hui du Pays Basque. Donc, c'était vraiment très petit. Mais cette Jeanne d'Albret n'avait pas que la Navarre, même si elle était reine de Navarre, un minuscule pays. Elle était aussi elle était aussi comtesse du Béarn. Le Béarn, ça correspond à la ville de Pau. C'est dans le sud de la France, c'est aussi dans les Pyrénées. Et aussi comtesse d'Albret. Et l'Albret, c'est dans le Lot-et-Garonne d'aujourd'hui, près d'Agen. Et c'est la ville importante, importante, elle est très très petite cette ville, c'est même un village, s'appelle Nérac. Donc elle était souveraine de tous ces territoires, et elle était protestante, mais alors sincèrement, contrairement à son mari.
Son mari, selon ce qu'Henri II lui accordait, redevenait catholique ou redevenait protestant, etc. Elle, Jeanne d'Albret, du jour où elle est devenue protestante, c'était jusqu'au bout. Et elle, c'était vraiment pour développer les revendications des protestants, pour développer la lecture, les livres, etc., etc. Mais elle était aussi la cousine d'Henri II, parce que sa mère, à cette Jeanne d'Albret, c'était Marguerite de Valois, la sœur de François Ier. Et donc c'était une princesse importante, parce qu'elle était la fille de la sœur de François Ier, cousine du roi, mais aussi l'épouse du premier prince du sang. Et ça, c'était encore plus important. Elle était reine. Et elle devenait, de fait, la chef des protestants dans toute la France, même si elle, son territoire était minuscule et juste au sud-ouest de la France, tous les protestants du reste de la France, notamment à La Rochelle, la considéraient comme leur reine. Ce qui était un peu difficile à gérer pour Henri II. Mais il ménageait Jeanne d'Albret, il ménageait son cousin Antoine de Bourbon et son frère le prince de Condé, parce qu'ils étaient princes et avaient accès à son conseil, au conseil du roi. Ils pouvaient prendre des décisions politiques importantes et ils pouvaient lui faire la guerre. Ce n'étaient plus les grands féodaux comme à l'époque du duc de Bourgogne ou du duc de Bretagne, mais ils avaient quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir et ils pouvaient vraiment embêter le roi. Alors, je continuerai le règne d'Henri II pour une prochaine vidéo. Juste pour vous dire quand même, dans son combat contre les protestants, et là les protestants étrangers, donc les Anglais, Henri II, mais en vrai François de Guise, réussissent l'un et l'autre, enfin c'est la décision d'Henri II, mais c'est François de Guise qui mène les opérations, réussissent à récupérer la ville de Calais, Calais tout au nord de la France, qui était la seule portion de territoire qu'avaient conquis les Anglais durant la guerre de Cent Ans, et à la fin de la guerre de Cent Ans, on leur avait laissé que ce tout petit territoire, la ville de Calais. Et François de Guise, au nom du roi Henri II, réussit à récupérer la ville de Calais, et donc dans toute la France, bien sûr catholique, tout le monde admire François de Guise et la famille de Guise devient très très populaire auprès des catholiques qui ne supportent pas les protestants, qui deviennent eux de plus en plus importants en France. La suite dans une prochaine vidéo.